À 24 heures du scrutin, quels sont les enjeux des élections européennes? Alors que la question palestinienne s'est imposée comme le thème incontournable de cette élection, quelles sont les lignes de fracture qui traversent les principales formations politiques françaises? Quelle couleur politique est en mesure de s'imposer au Parlement européen? L'Union européenne va-t-elle basculer définitivement dans le populisme ou s'équilibrer dans un schéma de coalition droite-gauche? Pour en débattre avec nous aujourd'hui, nous recevons Ousmane Timera. Bienvenue sur Mizan TV, Ousmane. Bonjour à vous, merci à vous. Vous êtes doctorant en philosophie, écrivain, vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Lire le Coran avec un Y, et vous êtes le cofondateur du collectif Un Islam des musulmans. Alors justement, Ousmane Timera, quel regard portez-vous sur cette élection européenne? Qu'avez-vous pensé de cette campagne? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette campagne? Et bonjour d'abord à vous tous et à vous toutes. Merci à l'équipe de Mizan TV de m'inviter pour m'exprimer sur un sujet qu'on n'a pas l'habitude effectivement d'aborder, à savoir les élections. La première des choses, c'est que nous avons une élection européenne qui, pour la première fois depuis très très longtemps, est animée d'un débat profond, de fond, qui fracture la société française. C'est un premier point et qui suscite au fond l'envie et le besoin de s'exprimer. Donc nous avons une campagne qui est impactée par ce qui se passe en ce moment à Gaza de massacre. Et nous avons un clivage politique qui a lieu en ce moment même au sein de la campagne électorale européenne. C'est un premier élément. Deuxième élément, de ce fait, il y a les enjeux quant aux résultats du vote qui vont à un moment donné déterminer ces prises de position et exprimer au fond de la part de la population des positions et vont impacter ou influencer la position des hommes et des femmes politiques qui gouvernent ce pays. Donc, l'enjeu sur le plan international et l'enjeu sur le plan national est surdéterminé par ce qui se passe en ce moment à Gaza et la prise de position des uns et des autres. Même si il y a des enjeux, et on y reviendra sans doute, qui sont d'ordre national, européen, qui concernent l'environnement, qui concernent un certain nombre de politiques publiques, par exemple la politique publique, la politique agricole, les questions en lien avec l'immigration et bien sûr la question de la sortie ou pas de l'euro, même si il n'y a plus trop de débat sur ce sujet-là, autant donné les prises de position, le revirement même sur la prise de position d'un parti comme le Rassemblement national. Mais en tout cas, la question de l'Europe et de sa place, l'Union européenne plutôt, et de sa place dans le débat public français est en train de se poser en ce moment même avec la question de Gaza qui nous préoccupe. Alors justement, la Palestine s'est donc largement imposée comme l'un des thèmes importants de cette campagne et une ligne de fracture majeure entre les partis. On a vu par exemple la France insoumise, LFI, s'engager très largement pour dénoncer le génocide israélien en Palestine et critiquer la position française de soutien à Israël. Est-ce que vous avez été surpris par cet engagement de cette formation politique? Je parle d'elle parce que c'est à peu près la seule qui l'ait fait ou qui l'ait fait avec cette intensité-là. Donc, est-ce que vous avez été surpris par cet engagement? À quoi l'attribuez-vous? Est-ce que vous parleriez d'une position électoraliste de la part de LFI? La première des choses, c'est que je pense que dans un pays comme la France, dans une ambiance d'extrême droite très très prononcée en Europe, qui comprend les prises de position de la LFI ne peut pas être jugé d'électoraliste, parce que tout le système va à l'encontre de cette position de la LFI. Donc il faut saluer le courage, la conviction profonde des membres de la LFI qui se sont exprimés en faveur de la Palestine, de la reconnaissance de l'État palestinien et de l'arrêt immédiat du massacre qui est en cours et la mise en place d'un véritable processus de mise en existence de l'État palestinien.
soit par la solution à deux États, soit par la proposition d'un État démocratique et d'un État de droit qui intègre l'ensemble des habitants de ce territoire. Je suis plutôt pour cette deuxième solution. Il y a en tout cas une prise de position courageuse de la part de la LFI et qu'on ne peut pas, au vu de l'ambiance dans laquelle nous nous trouvons, qu'on ne peut pas attribuer à une simple volonté électoraliste d'aller chercher des voix musulmanes. Ah bah, je vous posais cette question parce que il était ressorti de la dernière élection présidentielle au cours de laquelle Jean-Luc Mélenchon, donc qui est le fondateur de ce parti, avait fait un très bon score, un très bon résultat. Il était passé assez près d'une qualification au second tour, derrière Marine Le Pen. Et les enquêtes de sondage qui avaient été faites, enfin les enquêtes des élections, enfin des résultats électoraux qui avaient été faits, avaient montré que finalement les habitants de quartiers populaires de manière générale et les habitants de confession musulmane, parce qu'il y avait eu des études qui avaient été faites par confession aussi, avaient plutôt largement voté pour Mélenchon. C'est pour ça que je vous posais cette question de la dimension électoraliste. En fait, c'est le système et sa mise en place, le système tel qu'il est défendu par un certain nombre de partis politiques, accuse effectivement ceux qui remettent en cause de façon frontale l'organisation sociale et économique du pays d'électoralisme. C'est de cela dont il s'agit. Il faut d'abord repérer qui accuse la LFI d'être électoraliste en soi-disant cherchant les voix des musulmans ou les voix des quartiers populaires. Les quartiers populaires et les musulmans de façon générale votent pour un projet d'égalité, de solidarité et votent pour un projet de cessation des discriminations et des violences policières. Or, le parti politique qui fait ce genre de proposition de façon claire, nette et précise, c'est la LFI. Si d'autres partis avaient la même position, ils verraient ces votes-là aller aussi dans leur sens. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a un parti, un système pro-colonial ou néocolonial qui vise à restaurer une certaine idée de la hiérarchie des races que l'on habille aujourd'hui sous le terme de clash des civilisations, et qui vise à avoir comme projet pour la société française, en manque de projet social et économique émancipateur, vise à faire du rejet le seul projet de la société française. On ne peut pas, étant la classe politique actuelle qui est au pouvoir depuis une quarantaine d'années, n'étant plus capable de pouvoir défendre le système néolibéral, le système inégalitaire dans lequel nous nous trouvons, et devant continuer à convaincre le peuple du bien fondé de son projet, eh bien, est obligé de trouver des boucs émissaires. C'est très connu, ça. En manque de projet, on s'agglutine sur le rejet. C'est de cela dont il s'agit d'abord. Donc, nous avons des partis néolibéraux et identitaires qui sont en alliance. Les néolibéraux veulent continuer le saccage de nos droits sociaux et de l'organisation économique au profit des plus riches. Nous ne pouvons plus défendre cette idée-là de façon crue, eh bien, et n'ayant plus l'idéologie de la mondialisation heureuse qui s'est fracassée en fait en 2008, n'ayant plus cela pour défendre symboliquement et idéologiquement un tel système, eh bien, on se tourne vers l'identitaire, vers la haine et vers la peur. Il y a une alliance objective entre l'extrême droite identitaire et les partis néolibéraux capitalistes. C'est ce système-là qui s'oppose aujourd'hui aux quartiers populaires et à la communauté musulmane, en faisant des uns des exploités toujours insultés et sur lesquels on met la faute du désordre économique dans lequel nous nous trouvons, et en faisant des autres les boucs émissaires identitaires qui permettent de soulager ceux qui subissent de plein fouet les injustices sociales en disant bon, c'est à cause de ton voisin, regarde plus bas que toi, vois de quelle manière est-ce qu'il souffre et fais-toi du bien, même si ta souffrance, la tienne, ne s'arrête pas pour autant. Donc très bien, donc ce n'est pas une position électoraliste, plutôt une position, peut-être diriez-vous, une position traditionnelle enracinée dans une gauche humaniste. Une gauche égalitaire et une gauche humaniste. Attention, cela ne veut pas dire non plus que
que un parti politique ou un mouvement politique comme la LFI ne vise pas à gagner des électeurs et des voix chez nous. C'est tout à fait normal. C'est la logique du scrutin qui... Ouais. Voilà, il faut des propositions qui permettent à ce qu'à un moment donné, les gens aillent dans leur sens. Bon, c'est mobilisateur quand même, parce que c'est quand même mobilisateur la Palestine auprès de l'électorat de LFI. C'est un thème qui est aussi mobilisateur, et c'est vrai que c'est moins technique que des questions, des techniques sur l'emploi, sur l'inflation. C'est peut-être des choses que l'électeur lambda peut-être perçoit moins immédiatement, non? Le problème, c'est qu'on a une vision journalistique et une vision politicienne, je dirais pas politique, qui confond, qui pense que faire de la politique, c'est être un marchand de tapis, voir qu'est-ce qui plaît au mieux à mon secteur ou au marché et vendre à ce moment-là des idées adaptées à cela. Je pense qu'on peut faire de la politique avec de grandes convictions, une grande vision pour son pays, prendre position contre l'injustice et appeler les gens à voter pour un tel programme, pour faire cesser une telle injustice, sans être traité d'électoralisme. Sinon, on fait plus de politique. Et ceux qui n'ont pas de conviction, ceux qui tournent en fonction du sens du vent, ne peuvent pas comprendre de telles positions. Faire de la politique, c'est à un moment donné s'intéresser au sort du monde, c'est voir plus loin que l'élection de dans 2 jours et poser à un moment donné un projet de société qui s'adresse à tout le monde. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois le rôle d'un politique. Et il s'avère, à mon sens, que c'est ce qu'essaye de faire LFI, avec les qualités, les défauts sur lesquels on pourra revenir dessus. Moi, je pense que les quartiers populaires et la communauté musulmane, mais au-delà les populaires, ont besoin d'un parti à gauche de la LFI qui doit éliminer tous les petits partis que sont devenus le Parti communiste, le Parti socialiste, les écologistes, qui, de fait, ne luttent pas contre l'islamophobie, qui, de fait, prônent une politique sociale démocrate qui ne permet pas le véritable partage des richesses et qui, de fait, ne permettent pas à des gens comme toi, comme moi, de pouvoir émerger. Il faut que nous ayons, à un moment donné, la possibilité mobilisatrice d'être à côté de la LFI et de lui mettre aussi une pression politique. Parce que ce qui s'est passé pendant, par exemple, les législatives, où LFI, effectivement, a reçu de la part des quartiers populaires et de la communauté musulmane un vote massif, bien, cela ne s'est pas vu dans le choix d'élus issus de nos rangs et qui ont fait une campagne merveilleuse pour la France insoumise. On les a remplacés par le biais des alliances avec les écologistes, les socialistes et les communistes qui avaient fait perdre à Jean-Luc Mélenchon son électeur. Moi, j'estime qu'ici, Jean-Luc Mélenchon a fait une erreur stratégique monumentale en délaissant les militants des quartiers populaires qui ont milité pour lui et qui ont permis à ce qu'il gagne largement au sein des quartiers populaires. Il les a mis de côté et les a remplacés par ceux-là même qui crachaient sur lui pendant toute la campagne présidentielle. Il n'aurait jamais dû aller dans ce sens-là. Pour vous, c'est une répétition. Alors bon, je mettrai quand même beaucoup de guillemets à ce que je vais dire, hein, parce que sur le fond, c'est pas ça. Mais sur la forme, peut-être. Est-ce que pour vous, c'est une répétition de ce qu'on avait vu dans les années 80 avec le Parti socialiste, SES racisme, la marche pour l'égalité, qui était devenue la marche des beurs, et où on avait vu le Parti socialiste s'appuyer sur des cadres qui étaient issus de l'immigration, et donc, mais par contre, pour les postes quand on était député ou alors quand on arrivait au gouvernement, quand on était ministre, on retrouvait plus du tout ces acteurs qui s'étaient engagés. Est-ce que pour vous, il y a une répétition un peu de ce type de processus-là, d'aliénation peut-être, ou est-ce que on est dans un cadre qui est très différent? En fait, je pense que ce qui est arrivé est dû à notre naïveté politique. On pense qu'en politique, les bons sentiments et les grands principes sont suffisants. Les rapports de force, ça existe. Quels sont les rapports de force que nous avons mis en place
qui oblige LFI et Jean-Luc Mélenchon de se dire que le vote de ces gens-là n'est pas un vote acquis. Dès lors que le vote semble pour eux acquis et qu'ils estiment qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour, entre guillemets, défendre les nôtres, les pauvres, et que de toute manière leur vote nous est donné, il n'y a aucune raison pour qu'ils partagent, entre guillemets, c'est un peu ce qui arrive, parce qu'il n'y a pas... Quels sont les débouchés politiques aujourd'hui pour ce type d'électorat que vous mentionnez, à part LFI Il faut qu'on s'organise, les amis. Hein. On peut pas demander à chaque fois à ce que ça soit un bon gars de gauche, sincère, gentil, beau, éloquent, qui, à un moment donné, va nous sauver et nous aider dans le système. Non. De ce côté-là, ça n'est pas tant... entre guillemets, la faute politique de la LFI, que de dire, bon, nous, on défend les quartiers populaires, mais on n'a pas besoin d'eux pour qu'ils se représentent eux-mêmes. C'est la naïveté politique des nôtres. Quand on a fait, par exemple, et on pourra ensuite passer au programme des autres partis, mais pour rester sur cette dimension-là, quand on a fait la marche contre l'islamophobie il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui a reçu l'appui d'un nombre important de partis politiques. Très bien. Qu'a-t-on fait de cette marche pour l'islamophobie? Rien. C'était comme si on avait servi la soupe. Ils ont servi la soupe à Jean-Luc Mélenchon. Je dis comme je le pense. Je leur ai posé la question. Vous avez fait cette marche grandiose, soutenue partout, la plupart des partis de gauche, vos alliés habituels. Pourquoi n'avez-vous pas transformé une telle mobilisation en force politique et en proposition et en organisation? Comme si les personnes qui avaient organisé cette grande marche n'avaient fait en fait que servir la soupe à Jean-Luc Mélenchon. Moi, je reproche pas à Jean-Luc Mélenchon de prendre la soupe. Moi, je reproche à ceux qui lui ont servi cette soupe-là de ne pas avoir pensé les modalités d'une organisation conséquente sur le plan politique avec une telle mobilisation contre l'islamophobie. En alliance ensuite avec les différents partis qui s'accordent avec nous sur des prises de position en faveur de la solidarité, en faveur d'une société multiculturelle et un meilleur partage des richesses et de respect des religions et des autres. Que eux s'en servent, je leur reproche pas. Que nous leur servions, ça c'est ce que je nous reproche. Maintenant, effectivement, ça reste quand même, ces partis de la France insoumise par exemple, ça reste quand même des personnes qui sont issues du Parti socialiste, en majorité. Qui peuvent avoir tous les bons sentiments du monde. Mais en termes de... C'est pas la même ligne politique que le Parti socialiste quand même, parce qu'on l'a vu, vous l'avez dit vous-même, vous parliez de ligne social-démocrate pour le Parti socialiste. Oui, sur le plan économique, ils sont radicalement anti-néolibéraux. Voilà. Ils sont anti-marché, c'est clair. Ouais. C'est pour ça que ce ne sont pas des sociodémocrates. Mais je parle du rapport de force ou des relations que l'on peut établir. Une personne qui se met toujours en situation de quémander ne peut pas être respectée, même par le meilleur des êtres humains, même par le meilleur des hommes et des femmes politiques. Il finira par dire à un moment donné, quand il s'agira de partager le pouvoir, ben, je vais prendre le pouvoir, c'est tout. Donc il ne faut pas reprocher aux autres le fait de ne pas partager avec nous. Il faut reprocher aux nôtres de ne pas établir les stratégies politiques et les rapports de force qui permettent à un moment donné à ce que même un parti comme la LFI se dise on a intérêt à faire avec eux parce que sinon on est perdu. Ça passe par quoi ce rapport de force dont vous parlez? Il faut établir un rapport de force, il faut aller soi-même j'allais dire la conquête du pouvoir, c'est peut-être une phrase un peu grandiloquente, mais il faut s'engager. Il faut s'engager politiquement. Il faut s'engager politiquement, il faut prendre ses responsabilités politiques. Ça passe par quoi? Il faut prendre une carte, il faut s'encarter, aller dans les sections locales, ou alors il faut fonder des partis politiques autonomes sur le plan local. Comment vous voyez la chose en fait? Il faut 4 points, à mon avis. Le premier point, il faut avoir une vision et un projet. Passer de la revendication d'opposition à la proposition émancipatrice. Quel est notre projet de société pour toute la France? Et non pas de partir seulement de ce que nous subissons comme discrimination. Les antiracistes ont besoin du raciste pour exister. Il ne s'agit pas d'être antiraciste, il s'agit d'être universaliste et humaniste, avec notre propre vision, notre propre spiritualité, avec notre propre proposition.
quelle est notre proposition envers toute la société? Ça, c'est un premier point. Il faut passer de la revendication à la proposition, premièrement. Donc, un nouveau projet de société, une vision qui s'adresse à l'ensemble de la société française et non pas seulement de la situation de nos quartiers populaires ou de la communauté musulmane. Premièrement. Deuxièmement, en termes de stratégie, il faut deux sortes de stratégies. La première stratégie, c'est, à mes yeux en tous les cas, construire un véritable mouvement, je dis pas parti politique, hein, un véritable mouvement d'émancipation, d'éducation populaire, de mise en autonomie sur le plan culturel, intellectuel et économique des nôtres. C'est nécessaire. À côté de cela, il y a des gens qui entrent dans les différents partis. Il faut que nous soyons assez capables en termes de mobilisation de pouvoir soutenir ces nôtres et de soutenir les partis politiques qui vont dans le sens de notre projet de société et de notre vision. Et enfin, troisièmement ou quatrièmement, oui, créer un véritable parti politique à partir de ces trois acquis. Une vision, une capacité de mobilisation autour d'un projet de société et la capacité à un moment donné aussi de soutenir les listes ou les programmes qui nous intéressent. Il faut un parti ou des partis qui s'organisent et qui mettent en lien, à mes yeux en tous les cas, la modernité et ses valeurs humanistes auxquelles nous croyons. La majorité des musulmans croient sincèrement à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Ils y croient, contrairement aux autres partis colonialistes ou pro-néocoloniaux qui n'ont d'égalité, de liberté et d'égalité et de fraternité dans leur bouche que pour mieux faire le contraire de ces grandes valeurs et de ces grands principes. Il faut un autre parti qui relie et les valeurs de la modernité et nos valeurs spirituelles. La condition qui consiste à dire que pour que nous fassions de la politique, il faut que nous nous coupions de notre héritage spirituel et de notre héritage historique, de l'héritage de nos parents, est un non-sens, parce que ça ne nous mobilise pas. Karl Marx ne mobilise pas chez nous. Nous avons des valeurs. Comment vous faites? Parce que là, il y a quand même une dialectique qui passe quand même par une opposition où il faut définir quelle serait la synthèse qui permettrait de dépasser le conflit des positions. Parce que là, vous dites qu'il faut mobiliser, il faut s'appuyer sur son histoire, etc. Et vous disiez tout à l'heure, il faut un projet pour toute la France, hein, voilà, un projet universel pour toute la France, c'est ce que vous disiez. Comment vous faites quand vous êtes issu d'une certaine histoire, d'une certaine segmentation sociale, et pour vous adresser, par exemple, à tout ce champ de la nation française. On sait très bien que la France est un pays qui est traditionnellement plutôt majoritairement de droite, hein, on le voit bien d'ailleurs électoralement, ça se traduit, droite et extrême droite bien sûr. Comment vous faites pour vous adresser à tout ce segment de la France avec lesquels il y a des contentieux, on le voit bien, hein, la question de l'immigration, la question de l'islam, les questions identitaires qui sont très présentes, hein, même dans les programmes, on le voit Rassemblement National, on le voit avec Marion Maréchal, la liste qu'elle a lancée toute seule, on le voit chez la droite en général. Comment vous faites pour vous adresser à cette partie de la France-là? Déjà, avant de s'adresser à cette partie de la France-là, faudrait-il déjà avoir un discours universel. Moi, les propos que je suis en train de tenir depuis tout à l'heure, pour ceux qui connaissent mon parcours et le travail philosophique et théologique que j'ai fait, c'est inspiré, bien sûr, de la spiritualité musulmane et de ce que nous avons hérité de nos parents. C'est inspiré des résistants, comme on dit, résistants, les tirailleurs sénégalais ou les tirailleurs marocains, tous ceux qui sont venus en Europe durant la Seconde Guerre mondiale pour défendre cette Europe-là qui les avait colonisés quand même. Hein. Donc, moi, je rentre en France par cet héritage-là. Le parti de la résistance, le parti de la lutte contre le nazisme, le parti de la lutte contre le colonialisme, contre l'idée de hiérarchie entre les ethnies et les cultures et les civilisations. C'est ça mon point d'ancrage en France et c'est ça mon point d'ancrage sur le plan spirituel. Il n'y a pas de contradiction ici entre le point d'ancrage politique et historique dans lequel nous nous inscrivons et le point d'ancrage spirituel. Parce que oui, nous estimons, nous pensons, nous en avons la conviction que sur le plan religieux, comme disait d'ailleurs très bien le philosophe Hegel, les valeurs de l'islam
sont semblables aux valeurs de la Révolution française. C'est exactement mot pour mot ce que disait le philosophe Hegel. Alors ceux qui disent que l'islam est contre l'égalité savent pas lire et écrire. Hegel reprochait à l'islam et à la Révolution française d'avoir des valeurs d'égalité qui sont impossibles dans la société. Il faut la hiérarchie. C'est pour la raison pour laquelle il disait que les valeurs de la Révolution française et les valeurs de l'islam, il disait que l'islam était les lumières de l'Orient. Que le prophète Mohammed a mis en place une révolution semblable et que la Révolution française est en train d'imiter la révolution faite par Mohammed. Ceux qui aujourd'hui disent que l'islam n'est pas adapté à la modernité sont des idéologues ignorants. Ils sont même pas à la hauteur de leurs philosophes et de leurs grands penseurs. Donc nous, on doit s'assumer, on ne doit pas avoir peur, on ne doit pas raser les murs. C'est peut-être une manière de le dire par rapport à certains aspects de la modernité, comme la laïcité, la coupure avec la transcendance, voilà l'espèce d'autonomie radicale de l'homme au sens, pas au sens d'autonomie, de responsabilité, mais au sens où l'homme détermine sa propre loi et qu'il n'a pas besoin de Dieu, etc. Je pense que c'est plutôt ces aspects-là qui sont critiqués. Non, même ça, je suis pas d'accord, parce que la laïcité et la colonisation sont déjà une déformation de la modernité. Les pères fondateurs de la modernité, que sont Descartes, que sont Emmanuel Kant et d'autres, étaient des religieux. La plupart des grands philosophes et des grands penseurs de la modernité ont étudié dans les universités et dans les écoles religieuses. L'idée de séparation nette entre le religieux et le politique, radicalement appliquée en France, est un non-sens au niveau de la modernité et au niveau de l'histoire. Rompre avec l'Église, oui. Rompre avec les institutions et le clergé, oui. Mais il ne s'agissait pas de rompre avec la religion et sa vision du monde. D'ailleurs, les valeurs d'égalité, de liberté, d'égalité, de fraternité, ce sont des valeurs religieuses, sécularisées. Et c'est de l'idéologie qui veut, à un moment donné, fonder l'État sur une anti-religion qui est en fait la religion officielle. Mais c'est quand même une religion. Et c'est le terme de laïcité, l'idéologie de laïcide ou laïcisme que nous avons en ce moment, va à l'encontre, à mon sens en tous les cas, de la modernité. La modernité n'a jamais signifié la mise en place d'une église athée de fait qui veut faire la guerre à la religion. Alors comment vous faites, parce que c'est quand même une question importante, Ousmane Timéra, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Comment on fait? Alors vous disiez, il faut d'abord parler Déjà, il faut avoir cette vision. Voilà, cette vision. Mais comment vous faites à supposer que vous ayez quand même une vision, voilà, une vision universelle, une vision ça. Comment vous faites? Parce que vous disiez, moi, je rentre par la porte d'entrée de l'engagement des tirailleurs sénégalais et des troupes musulmanes en général qui ont combattu pour la France, etc. Et puis il y a aussi d'autres portes d'entrée, mais ces portes d'entrée en général, elles sont pas reconnues parce qu'il y a une guerre des mémoires qui se fait en France. Et vous savez bien que l'idéologie nationaliste ne reconnaît pas ce genre de choses, ou elle va tendre à les nuancer ou à les sous-estimer ou à rétrécir un petit peu leur importance. Donc comment vous faites pour vous adresser à tout ce segment de la nation française qui est quand même important et qui a plutôt des idées de droite voire d'extrême droite? Est-ce que c'est même possible en l'état des choses? À droite comme à gauche, ce sont des êtres humains qui ont faim, qui veulent être nourris, qui veulent avoir un toit sur la tête, qui veulent avoir l'assurance d'un avenir prospère pour leurs enfants. Il y a la vision, l'idée. Je suis sur la position qui est que l'humanité est une seule et même famille et qu'en conséquence, il n'y a aucun droit légitime à empêcher les êtres humains de voyager ou de les harceler à coups de cutter que l'on met sur leur tente sous prétexte qu'ils n'ont pas de papier. C'est inadmissible. Il faut donc avoir un projet de société qui établisse une égalité intrinsèque radicale. T'es un être humain, on est égaux. On a les mêmes droits et c'est pas les papiers qui doivent déterminer cela. C'est radical. Il n'y a plus de nationalisme, c'est un dépassement du nationalisme en fait, une abolition du nationalisme. C'est un dépassement de l'idée d'intégration et d'assimilation. L'intégration et l'assimilation sont fondées sur l'idée que l'autre là-bas n'est pas comme nous. Moi, je pars du principe que nous avons les mêmes valeurs universelles au-delà des cultures et des spécificités culturelles. Et donc, en conséquence, les mêmes droits. C'est un premier élément. Deuxième élément, en tant que si on met en place un projet de société, un projet politique, il faut répondre aux besoins des gens. Il ne s'agit pas de rester dans les grandes
comment dire, les grandes idées universelles. À un moment donné, il faut venir concrètement. Comment concrètement repenser la production économique et la redistribution de sorte que, au nom de notre égalité intrinsèque, que cela puisse répondre aux besoins fondamentaux des êtres humains, premièrement, et deuxièmement, puisse appuyer, soutenir la créativité, l'indépendance et la contribution de chacun des individus. L'économie doit être au service des êtres humains. Nous devons penser une redistribution qui puisse soutenir la créativité des uns et des autres. Donc, je pars du principe, en conséquence, au nom du fait que les êtres humains ont des droits intrinsèques inaliénables en termes d'avoir accès à un cadre de vie qui permet à leur humanité de s'émanciper et de se développer. Avoir de quoi manger, avoir de quoi, ou un toit sous lequel vivre, avoir des droits fondamentaux qui soient respectés. Eh bien, nous devons permettre à ce qu'une redistribution des biens puisse aller dans ce sens-là. Même quand on ne travaille pas, on a ce droit. Parce que tout le monde contribue d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que quand on parle de chômeurs et d'inactifs, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui est inactif, au fait. La richesse qui est produite dans cette société, tout le monde y contribue d'une manière ou d'une autre. Tout le monde, de par le fait qu'il garde des enfants, de par le fait qu'il écrit un livre, de par le fait qu'il prend le temps d'échanger, de discuter, contribue d'une manière ou d'une autre aux richesses du pays. Et donc, il a le droit de recevoir, avant même qu'il commence à travailler, de recevoir sa part de cette manne financière, 2000 milliards quand même d'euros par an que nous produisons dans ce pays. Et cela est mal réparti. Et il n'y a aucune différence entre moi et Bernard Arnault. Je contribue aussi bien, ce n'est peut-être même plus que lui, à la richesse de la société française. Si ce n'est que lui est reconnu officiellement, alors que moi je suis pas reconnu officiellement. C'est juste c'est l'homme le plus riche du monde en ce moment. Oui, mais au nom de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait de plus que moi? Enfin, on parle de richesse matérielle et financière, on parle pas de. C'est vrai. On parle pas de richesse spirituelle ou intellectuelle ou morale. Bon. Voilà. Oui, mais on a un problème de partage des richesses parce qu'on a considéré que quelqu'un qui, par exemple, court derrière un ballon pendant je sais pas combien de temps, il mériterait d'avoir beaucoup plus d'argent que celui qui, derrière son balai, permet à ce que nous ayons une hygiène de vie meilleure. C'est une question de décision politique. On a juste décidé. On a décidé que quelqu'un recevrait beaucoup plus de la part de la richesse, beaucoup plus de part dans la richesse nationale que d'autres. C'est une décision politique. Donc il faut à un moment donné remettre cela en cause. Et enfin, poser les bonnes conditions de l'éducation, de la production et, en conséquence, des partages de richesses et du respect de l'environnement écologique qui viennent soutenir l'humanité des uns et des autres. Alors justement, pour parler d'économie et de pauvreté, on a assez peu parlé, je pense, dans cette campagne de ces questions majeures justement pour les Européens, que sont par exemple l'explosion de la pauvreté. On a vu la paupérisation progresser en France notamment, le chômage de masse, la perte d'emplois massif qui est annoncée également par rapport au développement de l'intelligence artificielle. Beaucoup de secteurs d'activité, c'est des pourcentages très importants. On parle jusqu'à 70% des métiers existants aujourd'hui qui pourraient disparaître et être remplacés par l'intelligence artificielle, ou l'inflation exorbitante qu'on a vécue ces 2 dernières années, depuis la guerre d'Ukraine. Donc, à quoi vous attribuez cette absence ou ce peu d'importance qui a été accordée au cours de cette campagne, puisqu'on parle, je rappelle que cet entretien porte sur les élections européennes. Je dirais que ces sujets ont été assez peu traités, mis à part quelques émissions de débat entre les différents candidats, mais on n'a pas vu au cours de la campagne ces sujets qui sont essentiels être traités. À quoi attribuez-vous cette absence relative de ces sujets? Bon, déjà, il y a 2 points. L'organisation du débat public fait par les médias. Ce sont les médias qui choisissent les priorités sur lesquelles les hommes politiques et les femmes politiques doivent discuter et débattre. C'est un premier élément. Et donc, savoir qui détient ces médias et quelles sont leurs orientations. Je pense qu'il y a un intérêt à ne pas s'occuper des questions économiques et détourner les regards sur les questions sociétale. On a abandonné le social et l'économique
et on se fait du bien sur le sociétal qui coûte pas très cher. C'est un premier point. Deuxième point, nous parlons d'élections européennes où nous savons tous très bien que le Parlement européen n'a pas de pouvoir. C'est un Parlement qui n'a pas les moyens de proposer d'autres politiques, qui est soumis d'une manière ou d'une autre à la Commission européenne, et qui donc le véritable pouvoir ne se trouve pas au Parlement européen. Il ne faut pas être naïf. Là, on s'excite ici sur le plan médiatico-politique pour des raisons qui concernent l'intérêt des partis politiques concernés premièrement, et deuxièmement qui concernent la future grande élection de 2027, parce qu'en réalité, on pense tous à l'élection présidentielle prochaine. Et ceux qui vont gagner aujourd'hui engrangeront des points qui leur permettront ensuite de pouvoir préparer la bataille ultime à la Game of Thrones de 2027. C'est de cela dont il s'agit. Mais le véritable pouvoir ne se trouve pas ici. Et les populations ne sont pas stupides. On sent bien que, bon, c'est pas ici que les choses se passent. Donc on n'est pas mobilisé pour cette raison. Et nous parlons d'un système dit démocratique, entre guillemets. Moi, j'appelle ça là plutôt une aristocratie élective. Nous ne sommes pas en démocratie, mes amis. C'est une fumisterie intellectuelle. Plutôt une oligarchie, parce que l'aristocratie, c'est le gouvernement des meilleurs. Et les meilleurs, oui, ici, ça a aussi une dimension morale. C'est les meilleurs, c'est les bons. On dit spirituels, ou intellectuels même. Là, on parle plutôt d'oligarchie. Une oligarchie financière qui gouverne de fait nos sociétés dites démocratiques et qui gouverne le monde de façon plus générale. Et au fond, tout le système a été pensé pour ne pas permettre la véritable démocratie. Il suffit de lire l'histoire des sciences politiques. Quand on fait de la science politique, on est tous au courant des déclarations des CIS, on est tous au courant des déclarations des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. Ils disaient clairement qu'eux, c'était pas une démocratie qu'ils voulaient. La démocratie, dans toute l'histoire de la philosophie politique, est toujours mal vue, depuis Platon jusqu'aux révolutions anglaises, américaines et françaises. À part Rousseau, mais le gouvernement représentatif, en fait. On parle plutôt de gouvernement représentatif. Ce qu'on appelle le gouvernement représentatif n'est pas un gouvernement démocratique. La démocratie, c'est lorsque les plus nombreux dans la société et les moins dotés en termes de richesse commandent dans la société. Donc aujourd'hui, ça n'est pas le cas. On a tout fait pour mettre en place un système qui permet d'éviter l'expression libre de la souveraineté populaire. Donc voter ne sert à rien, c'est un peu ça que vous dites. Est-ce que c'est une simple mise en scène? C'est de la mise en scène, le pouvoir se trouve ailleurs, et donc finalement voter aux européennes ça sert à rien, c'est ça que vous dites? C'est le message? Pas que ça sert à rien. Je dis qu'en tous les cas, voter c'est le dernier endroit où on fait de la politique. C'est tout. Donc voter c'est juste donner le pouvoir à quelqu'un de décider à notre place pendant 5 ans. Et en plus, ce quelqu'un à qui nous donnons le pouvoir n'a pas non plus les moyens de pouvoir décider. Dès lors que vous n'avez pas la souveraineté économique, vous battez pas la monnaie. C'est pas entre vos mains. Et que en même temps, vous n'avez pas les moyens de pouvoir penser sur le plan budgétaire une politique de relance sur le plan économique parce que on est tenu aux 3%, aux 2%, à je ne sais quel autre pourcent, à des politiques d'austérité. C'est bon, c'est fini. On fait du marionnettisme. Et en même temps, ce fonctionnement, là, vous évoquez le fonctionnement de l'Union européenne, dont Étienne Chouard a beaucoup parlé de ça, hein, sur la question démocratique, sur la dimension de la monnaie que vous venez d'évoquer, Ousmane Timéra. Mais en même temps, cette perte de souveraineté, elle a été décidée, j'allais dire souverainement, par la classe politique française, alors à la phase historique qui correspond à ce processus-là, bien sûr, mais c'est quand même le paradoxe. Comment un corps politique a-t-il pu accepter de perdre sa propre souveraineté? La première des choses, c'est que on se rappelle du vote de 2005. Pour ceux qui sont très jeunes, c'est vieux. Mais 2005, la population française a rejeté la Constitution européenne. Par référendum. Par référendum. Bon. L'élite politico-médiatique, on a décidé autrement.
il y a une fracture, et nous le voyons avec la situation à Gaza. Il y a une fracture entre les élites et les populations et les peuples. Le fait est que la voix des peuples n'est pas encore organisée de sorte que cela puisse avoir des retombées politiques en termes de décision. Comment donner voix véritablement au peuple, à ses aspirations? Comment donner voix à cela à travers des décisions politiques? C'est de cela dont il s'agit maintenant aujourd'hui. Pour l'instant, les partis politiques tels que ils sont construits et organisés, le système médiatico-politique est fait pour verrouiller et ne pas changer de système. Or, effectivement, quand nous regardons les choses en face, les États de plus en plus, en fait, ils ne se dépossèdent pas. Les États sont toujours aussi puissants qu'avant. Les États sont au service des puissances financières, tout simplement. Les guerres qui sont menées dans le monde, les lois qui sont votées au Parlement contre les populations les plus faibles. Regardez la réforme du chômage qui va être votée prochainement au mois de juin. Regardez les votes au Parlement contre les immigrés. Regardons ce qui se passe au niveau des entreprises avec la réforme des retraites. Tout cela sont autant de règles et de lois qui sont votées pour favoriser les détenteurs du capitalisme, du capital, contre les intérêts des populations et de la majorité. La question qui se pose, c'est comment est-ce que les populations peuvent s'organiser, se structurer à travers des mouvements qui permettent à un moment donné de porter leur voix dans les centres de décision, je dirais même de carrément renverser le système et son organisation. La Ve République, et ici sur le plan politique, c'est la raison pour laquelle je suis tout à fait d'accord avec la France insoumise. Mes désaccords avec la France insoumise seront du côté sociétal. Je pense que sur le plan sociétal, ils sont un soutien du néolibéralisme symbolique. On pourra en parler. La culture woke, c'est ça? C'est la culture woke un peu? Pour moi, le néolibéralisme et le capitalisme ont deux versants, le versant économique social et le versant culturel symbolique. Bon. Le premier versant déconstruit les solidarités sociales et économiques pour transformer les gens en individus et en consommateurs incapables de pouvoir lutter contre les forces et les puissances économiques en face. Et de l'autre côté, sur le plan symbolique et culturel, il y a une déconstruction symbolique de l'être humain et sa mise à nu en faisant un individu complètement dépossédé de son héritage, de sa vision, d'une organisation symbolique de la société. Les deux se tiennent. Hein. Et la droite est du côté du néolibéralisme économique en défendant hypocritement les valeurs et les traditions sur le plan identitaire. Hein. C'est même pas une proposition d'avenir, c'est une position moisie de défense d'une idée fantasmée de la France d'avant. Et la gauche lutte contre les effets économiques et sociaux du néolibéralisme, mais soutient la position culturelle, symbolique, sociétale du néolibéralisme. Il faut un parti aujourd'hui qui arrive à lutter contre les deux versants du néolibéralisme. Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites parce que vous évoquez cette contradiction finalement. Les deux phases, droite-gauche, assument et portent un versant de cette contradiction dans leur lutte contre le néolibéralisme. Mais je voudrais aussi évoquer une autre contradiction avec vous, c'est qui est celle de prétendre et d'affirmer lutter contre l'Union européenne. On le voit dans les programmes des partis politiques, que ce soit à l'extrême droite qui parle de souveraineté économique, privilégier la souveraineté nationale, lutter contre les impôts européens, voilà ce genre de choses. Vous voyez ça aussi, y compris dans les partis de gauche, même au sein de LFI, qui proposent pourtant des choses intéressantes, comme un impôt européen, donc taxer le capital européen, interdire que des députés européens soient payés par des entreprises ou pour éviter le lobbying justement. Donc ça c'est des mesures qui sont intéressantes, mais il y a quand même une contradiction qui est celle d'affirmer lutter contre l'Union européenne, puisque l'Union européenne aujourd'hui symbolise
cette entité institutionnelle capitaliste, financière, oligarchique d'une certaine manière. Donc prétend lutter contre l'Union européenne tout en renforçant le dispositif institutionnel de l'UE, en participant aux élections, en représentant, en assumant une représentation au Parlement européen, en ne menant pas campagne pour sortir de l'Union européenne, par exemple. Et pour sortir de l'euro, pour retrouver une souveraineté. Vous voyez. Donc voilà. Est-ce que cette contradiction, est-ce que les partis politiques peuvent assumer cette contradiction? Comment on peut expliquer cette contradiction-là? Voilà. Est-ce que c'est une manière d'essayer de résister à un système qui s'impose aux partis politiques? Comment vous voyez ça? Bon, déjà, ça dépend de quel parti on parle. Déjà, il faudrait comprendre quel est l'enjeu de l'Union européenne. Pourquoi est-ce qu'il y a une Union européenne? L'Union européenne est née sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale, avec la présence de deux superpuissances qui dominent de fait l'Europe. Les Européens, Français et Allemands notamment, se rendent compte qu'il est nécessaire de s'unir, parce que les États-nations qui étaient les leurs jusqu'alors, ne sont plus suffisants pour répondre aux défis de l'époque. La France peut rien face aux États-Unis, l'Allemagne peut rien face à l'URSS à l'époque. Et aujourd'hui, il en va encore de même face à l'empire américain et l'empire chinois. Les petits États-nations qui sont les nôtres sont trop petits. Ils vont se faire manger, et ils se font manger. Donc, il y a l'idée d'avoir un grand bloc. Et je pense que c'est une bonne idée. Je serais à la place des décideurs européens, c'est ce que je penserais. On arrête de se faire la guerre, les amis, entre l'Allemagne notamment et la France. On pense une institution plus globale qui nous permette de défendre nos intérêts face aux grandes superpuissances. C'est une bonne idée. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, en termes de nationalisme, de dire il faut revenir aux frontières et revenir à un certain nationalisme fantasmé où on est les Napoléons capables d'envahir l'Europe entière et de rester dans ce fantasme-là, pour moi, sont des rêveurs. L'Union européenne s'est imposée parce que sur le plan géopolitique, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Premièrement. Cependant, le problème de l'Union européenne, c'est qu'elle est inféodée à l'OTAN et aux États-Unis. Et donc, il n'y a pas de véritable souveraineté. Quand vous voyez Emmanuel Macron chanter tout le temps souveraineté européenne, il n'y a pas de souveraineté européenne parce que les conditions culturelles, sociales, politiques ne sont pas présentes. L'Union européenne s'est construite sur l'idée de la priorité au marché et à l'économique devant suffire à établir la paix entre les peuples. C'est un mauvais projet. L'idée d'Union européenne est bonne. Passer par la voie de l'économique et en se disant que par la liberté du marché, cela automatiquement va aboutir à une union politique, c'est une erreur. C'est cette stratégie-là qu'il faut changer pour repenser l'Union européenne sur de bonnes bases anthropologiques, sur de bases historiques, sur des bases politiques et économiques. Vous pouvez pas permettre l'union entre les Européens si vous permettez le dumping social qui a lieu et qui font que ce sont les Européens eux-mêmes qui sont la concurrence. La première concurrence qui a lieu contre les pays européens sont au sein de l'Union européenne elle-même, et pas vis-à-vis de la Chine, et pas vis-à-vis des Américains. Donc c'est l'idée même néolibérale qu'il faut remettre en cause. Mais l'idée d'Union européenne est une bonne chose. Quelle est l'alternative? Quelle est l'alternative au néolibéralisme finalement? Parce qu'on parle beaucoup, on critique beaucoup le néolibéralisme, mais quand on pose la question à tous les mouvements d'opposition altermondialistes ou aux penseurs, bon, voilà, on n'a pas toujours forcément d'alternative qui est proposée. Comment vous voyez vous l'alternative au capitalisme néolibéral? On a un souci d'imaginaire politique. C'est pas ici que moi je vais rentrer dans des propositions un peu trop profondes sur le plan philosophique, théologique et anthropologique. La réflexion n'est pas terminée de mon côté, et puis il y a des prédécesseurs qui ont essayé de travailler là-dessus. L'imaginaire d'opposition au néolibéralisme est pris au piège par la vision et le projet communiste dépassé. L'altermondialisme, le socialisme, les oppositions de gauche, c'est pour ça que je dis qu'il faut dépasser le MPA,
les Verts et les partis socialistes, tous ces petits partis-là, faut les dépasser. Faut une autre vision. Bon. Donc, on est pris au piège par l'imaginaire de gauche, matérialiste, qui partage la même vision que le libéralisme. Les êtres humains sont d'abord des animaux terrestres, entre guillemets, qui doivent leur bonheur en répondant à leurs besoins terrestres immédiats. Il n'y a pas de vision spirituelle, il n'y a pas une vision transcendante. Il faut faire une rupture à ce niveau philosophique et théologique. Ce travail n'a pas été fait. Donc, la réponse en termes d'alternative au néolibéralisme doit commencer déjà sur la conception même qu'on a du monde, la conception qu'on a de l'être humain et la conception qu'on a de la nature et des relations entre ces trois. C'est un premier élément. Alors ça a l'air très très loin et un peu vaseux. Parce que le capitalisme, c'est quand même aussi une réalité sociale, économique, c'est des forces de production, c'est une accumulation du capital. Ouais. Donc c'est pas seulement des idées, hein, c'est des réalités. D'organiser. Oui. Non. C'est une manière d'organiser. Il y a toujours eu de l'économique dans les civilisations, il y a toujours eu de relations humaines et des familles. Il y a des institutions qui existent dans toutes les sociétés qui permettent de répondre aux besoins de production, d'éducation, de reproduction, de partage des ressources, etc. La caractéristique de la modernité et du capitalisme, c'est une organisation particulière de tout cela. Une organisation qui vise d'abord à maximiser les profits, mais dans une idée du monde qui est que tout s'arrête dans ce monde ici-bas. Le paradis, on doit le trouver ici, maintenant, et tout de suite, et pas ailleurs. Et les êtres humains ne peuvent, ne se définissent que par rapport à ce qu'ils ont, et par rapport à ce qu'ils gagnent, et par rapport à ce qu'ils peuvent consommer. Et tout le bonheur se trouve ici. C'est cela d'abord qu'il faut briser. Et ça peut pas se faire si on n'a pas une vision religieuse et philosophique profonde et spirituelle. C'est en conséquence de cela que on réorganise les rapports avec la nature. On réorganise les rapports entre les êtres humains. Si vous partez du principe que le rapport entre toutes choses, c'est la concurrence, et que c'est la loi du plus fort, dans cette vision-là, la question de fraternité, la question de solidarité, c'est une chimère. De leur point de vue, ce sont des idées vaseuses. Comme dirait Nietzsche, c'est juste les plus faibles qui veulent imposer aux plus forts leur vision des choses. L'égalité, la morale, tout ça c'est du pipeau. Ce qui existe, c'est la puissance. La toute-puissance et la capacité des plus forts à régner sur les plus faibles. Nous n'avons pas cette vision-là. La vision de gauche est une vision de gauche religieuse, sécularisée, mais qui s'est coupée de son transcendant, qui s'est coupée de la racine, de la sève qui permet d'alimenter cette vision d'égalité de l'être humain. Revenons maintenant à la question de l'Union européenne. Ça, c'est la question philosophique qui demande aux intellectuels, aux philosophes, notamment musulmans, de faire le travail, de dépasser le prêchi-prêcha dans lequel on se trouve. L'islam est confisqué, la spiritualité est confisquée, la religion est confisquée par une mafia religieuse qui n'a de sens que de répéter l'ancien en vue de garder les positions socio-économiques et les avantages qu'ils ont. C'est cela dont il s'agit. Pour ça, aujourd'hui, quand on parle de spiritualité, on s'imagine le barbu ou le monsieur avec sa calotte sur la tête qui dit que les choses étaient mieux avant. La religion, c'est pas ça. La religion n'est pas l'opium du peuple. Ce qui est opium du peuple, c'est la religion de l'idéologie. Donc, il y a un travail profond à faire. Mais si on revient encore une fois à l'Union européenne, l'idée d'union est une bonne chose. La question maintenant, c'est quelles sont les lois que nous mettons en place pour permettre au peuple de s'exprimer et d'être plus démocratique, premièrement. Deuxièmement, quelles sont les règles et les lois qui permettent à un moment donné d'encadrer l'activité économique pour la soumettre à des valeurs humaines qui vont dans le sens de l'émancipation, qui vont dans le sens de l'égalité. Vous avez parlé tout à l'heure d'intelligence artificielle. Formidable. Keynes, l'économiste, disait quoi? Lui, il pensait qu'en l'an 2000, à notre époque, en 2000, que les gens cesseraient de travailler. Parce qu'on aura tellement progressé sur le plan technologique que ce seront les machines qui travailleront à notre place et l'être humain serait enfin libéré du travail. Donner le titre d'un livre de Jérémy Rifkin qui avait écrit un livre sur la fin du travail dans les années 90, justement. Vous vous rendez compte? Mais où on en est? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas arrivé à ce niveau-là? Parce qu'il y a des forces économiques, de domination économique, qui ne veulent pas de ce type d'émancipation, qui ne voient
l'acquisition de richesses que comment dire, que par la voie de la domination des autres et de l'exploitation. Aujourd'hui, nous produisons assez de richesses pour permettre à ce que toute la population française et européenne puisse vivre avec un minimum de travail. Nous devons aller vers plus de réduction du temps de travail. Les richesses sont nombreuses, mais cette vision-là de réduction du temps de travail est, du point de vue des esprits dominants, colonialistes et pessimistes de l'être humain, comme une chimère. Vous allez créer des fainéants. Non, mon ami. Si toi, en peu de temps de ta vie, tu arrives à gagner autant de richesses et que cela ne te pousse pas à être un fainéant, bah, estime que les autres aussi ne seront pas fainéants s'ils gagnent plus. L'être humain aime travailler, dans le sens, aime créer, faire des œuvres. Combien de choses, vous et moi, mon cher, et d'autres personnes, faisons-nous sans attendre de salaire? L'écriture, la poésie, aller faire du sport, s'occuper des enfants, participer à des réunions, des rencontres. Cela pourrait pas être, entre guillemets, indemnisé? En tant qu'humain, on doit recevoir cette indemnisation parce que nous participons en dehors de l'entreprise à la richesse du pays. Les richesses ne se font pas que dans l'entreprise. La richesse se fait dans la société. Comment soutenir le revenu minimum universel, ça rejoint un peu l'idée du revenu minimum universel. Oui, appelez ça comme vous voulez, le salaire à vie, le revenu universel, comme vous voulez. Moi, ce que je dis, c'est que nous avons droit, en tant qu'humain, je dis humain, hein, tu respires, t'as un être humain, t'as des droits. C'est pour ça que nous aidons les plus âgés, même quand ils travaillent pas. C'est pour ça que nous aidons les plus jeunes, eux, ils peuvent pas travailler. Pourquoi? Ce qui implique des devoirs, parce que on peut pas parler de droits sans parler de devoirs, mais on parle jamais de devoirs. On parle Moi, je pense beaucoup de droits. Ce qui crée un petit peu l'idée de, voilà, qui renforce un petit peu la suffisance individuelle de l'humain, au lieu de le pousser justement. Alors, la notion de droit est très importante, hein, je la remets pas en cause, mais elle est corrélée à la notion de devoir, et on ne met pas assez en avant cette notion de devoir également. À mon avis, on parle trop de devoir aujourd'hui. On n'entend que ça aujourd'hui. Et ceux qui parlent tout le temps de devoir, c'est pour renier sur les droits. Parce qu'il y a une partie de la société, notamment les puissants, qui ont toujours refusé l'idée de sécurité sociale, qui ont toujours refusé l'idée d'écoles gratuites, qui ont toujours refusé l'idée d'hôpitaux gratuits, parce qu'ils estiment que ça, ce sont des biens de la marchandise. Et ce sont ceux-là qui vous parlent ensuite, ouais, mais il y a quand même les devoirs. Non, mon ami, on parle de droits humains d'abord. L'être humain est un être de droit. Les devoirs, c'est une conséquence, tout simplement. Mais une conséquence, il s'inscrit, en fait, dans l'anthropologie même de l'être humain. Un être humain se sent redevable envers les autres. Il suffit de lire le célèbre sociologue Mauss, qui parlait des sociétés de dons. Ouais. L'être humain, à un moment donné, on est dans l'échange. Ne serait-ce que moi et mes parents, je sais que je suis redevable envers mes parents. Je suis redevable envers la société qui m'a éduqué. Mais il n'y a pas besoin de loi ou de coups de pression de la part des détenteurs des biens et des richesses pour que moi je sois reconnaissant envers les autres. Ce sont eux qui ne sont pas reconnaissants envers la société. Parce que sans la société, ils ne seraient pas aussi riches. Donc ils ont des devoirs envers la société. Pourquoi rappelez-vous donc tant le devoir des plus forts, les devoirs des plus faibles, et oubliez le devoir des plus riches? C'est ça le vrai sujet aujourd'hui. Qui détient quoi? Et qui est en train de mourir de faim dehors? Qui est en train aujourd'hui de subir les bombes à Gaza? La question, elle est là. Donc quand on parle de droit, qui parle de droit? Le riche, celui qui est en position, il n'a pas à parler de droit. Il a à parler de devoir le concernant. Et parler de droit concernant les plus faibles. Les plus faibles ont le droit de parler de droit et même le devoir de parler de droit pour pouvoir émanciper le reste de la population. Aujourd'hui, le système que nous avons en place est un système qui refuse l'idée d'unité entre les êtres humains. Au sein de la société, parce que certains pensent qu'ils sont riches parce qu'ils sont de nature divine ou non humaine ou transhumaine. Et puis d'autres pensent qu'il y a un clash des civilisations à l'extérieur de la société où ces individus, au fond, doivent absolument, avoir le droit de subir la domination des races supérieures, comme pour reprendre Jules Ferry. C'est ça le cœur du projet politique, en tout cas qui est le mien. L'égalité partout, tout le temps, et
et en tout lieu. Si nous arrivons à mettre cela en place à travers des projets, à travers des propositions et à travers des prises de position et un projet de société et un projet de civilisation qui sont en cohérence avec cette idée-là, je pense qu'on peut se faire entendre par une majorité de la société française. Pour revenir à la question précédente, comment nous faire entendre de l'extrême droite? Moi, je n'ai aucun espoir du côté de l'extrême droite. Je suis pour le fait de les vaincre. Je parlais plutôt de la France cet électorat qui soutient la droite la droite conservatrice de manière générale et l'extrême droite qui est majoritaire, je dirais, aujourd'hui en France. Et moi, je pense qu'il faut stratégiquement, il faut déjà commencer par mobiliser les nôtres. Où sont les nôtres? Où sont-ils? Quel projet de société pouvons-nous adresser? Quelle organisation? Et ensuite, quelle mise en application? Pour terminer mon propos, je suis pour le fait de créer des assemblées populaires de fait. Ne pas attendre les partis politiques. Ne pas forcément attendre d'arriver au pouvoir pour réaliser le projet. Il faut déjà commencer la réalisation du projet dans nos quartiers, dans nos familles, dans nos assemblées. Je proposais ça il n'y a pas très longtemps, les gens me regardaient avec des grands yeux. Ils ont fait les Gilets jaunes. Grand mouvement, magnifique. Mais c'est le même problème avec les mouvements des quartiers populaires. Hein. De 83 à récemment, ce qui s'est passé avec la mort, l'assassinat de Naël. On est fort pour déconstruire, pour dénoncer, mais quand il s'agit d'appliquer les idées, on les fait pas. Pourquoi est-ce que les Gilets jaunes n'ont pas mis en place l'Assemblée nationale eux-mêmes? On fait une Assemblée nationale bis. On réfléchit sur la manière dont on doit repenser la société. On crée une nouvelle constitution. Qu'est-ce qui les empêchait de le faire? Pourquoi attendre coûte que coûte que l'État fasse quelque chose? On veut une nouvelle éducation. Quelle est notre proposition en termes de projet d'éducation? Et qu'on réalise cela de nous-mêmes. On veut de l'émancipation. On veut sortir de la pauvreté. Qu'est-ce que nous mettons en place en termes d'entrepreneuriat, en termes de propositions économiques et d'entraide solidaire qui soit un exemple au reste de la société pour que le reste dise ça vaut la peine. C'est intéressant ce qu'ils disent. D'accord, on n'est pas d'accord avec leur religion et leur couleur de peau. Bon, déjà, ça me posera un peu problème si ils sont pas d'accord avec ça, mais c'est pas grave. Mais qu'ils disent qu'ils sont efficaces, ils sont bons, ils contribuent à la société. C'est par la contribution à la société qu'on arrivera à convaincre une partie de la société qui est sous le charme de l'extrême droite. Quelles sont nos propositions concrètes, avec une vision vraiment exigeante, qui, à un moment donné, propose de sortir de la misère spirituelle, de la misère économique et de la misère politique dans laquelle nous nous trouvons. C'est ça. Merci Ousmane Timéra, ce sera le mot de la fin de cet entretien donc qui était consacré très largement aux élections européennes, à la campagne de ces élections. Donc je rappelle Ousmane Timéra que vous êtes doctorant en philosophie, vous êtes écrivain, l'auteur d'un livre qui s'appelle Lire le Coran, hein, lire avec un Y, et le cofondateur d'un collectif qui s'appelle Un Islam des musulmans. Merci à tous nos auditeurs pour leur fidélité. Hein. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà le cas, à partager cette vidéo et à poursuivre cet échange en commentaire. Quant à nous, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Mizan TV. Merci. Merci à vous.